Alors, pour cette deuxième partie de la matinée, nous recevons donc Éric Anceau, qui enseigne à la Sorbonne et qui a publié un nombre considérable d'ouvrages sur le Second Empire, notamment sur Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, et qui aujourd'hui va nous parler tout simplement de cette question des constructions des nationalités. J'ai envie de dire, de faire résonner la douce langue de Goethe dans cet amphithéâtre, durch Eisen und Blut, par le fer et par le sang de notre cher chancelier Otto von Bismarck. Et donc, Éric, qui connaît très bien la question, va vous parler du rôle de la France dans ces constructions nationales, ce qui à mon avis est important. Et ensuite on enchaînera, en essayant de ne pas prendre trop de retard, sur cette table ronde qui parle de la question des nationalités d'hier à aujourd'hui, pour nous amener, en tenant compte de la petite pause, vers 12h45, ce qui nous laissera 1h15 pour déjeuner. Voilà. Donc Éric, c'est à toi, on est ravis de t'écouter, et puis on aura un temps de questions suite à cette intervention d'une cinquantaine de minutes. Merci. Merci, cher Nicolas. C'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Avant de me retrouver dans l'enseignement supérieur pendant 11 ans, j'ai été dans l'enseignement secondaire, des collèges classés en zone d'éducation prioritaire jusqu'au lycée avec classe préparatoire. Et je suis très attaché au lien entre le secondaire et le supérieur, en particulier dans le cadre de l'une de mes activités, puisque je dirige après notre inspecteur général, doyen de l'inspection générale ici présente, qui m'a précédé dans cette fonction, l'axe politique d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle Écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Nous avons une encyclopédie. Quand l'ABEX va prendre fin d'ici 6 mois à peu près, l'encyclopédie va perdurer et nous mettons un très fort accent justement sur le lien avec le secondaire. Je tourne beaucoup dans les établissements, les collèges et les lycées des académies de Paris, Créteil et Versailles, et en particulier ces nouveaux programmes. Depuis que nous avons mis l'accent sur ces nouveaux programmes, nous avons 1000 connexions jour, donc je vous invite à aller voir cette encyclopédie. Et une autre ressource que je vous signale, c'est le site de la Fondation Napoléon, puisque bien évidemment, on va y venir dans un instant, il y a une connexion directe avec les deux empires, et Juliette Glickman, ma collègue, a également fait un certain nombre de pastilles, a mis des ressources vidéo, a mis également de l'iconographie pour vous aider à préparer vos cours. Alors dans les nouveaux programmes de première, 4 thèmes, 11 chapitres, dont l'un consacré à ce sujet, je cite, « La France et la construction des nouveaux États par la guerre et par la diplomatie, 1848-1870 ». Je vais essayer de vous montrer en quoi cette approche qui consiste à passer par la France et par Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, est pertinente pour évoquer la construction de ces nouveaux États. Et en guise d'introduction, j'ai choisi de rapprocher ces deux tableaux. Un tableau de Bertini qui se trouve au musée du Risorgimento à Milan aujourd'hui, un tableau de 1859 qui montre l'entrée triomphale de Napoléon III avec le roi de Piémont, Victor Emmanuel, dans Milan, au milieu de la guerre de 1859 qui les oppose à l'Autriche. Et puis, 11 ans plus tard, vous voyez notre pauvre empereur Napoléon III à Donchéry, assis à côté de Bismarck. Il vient de perdre la bataille de Sedan et s'apprête à partir en captivité. Donc un raccourci pour vous montrer la grandeur du Second Empire en lien avec ses nationalités et bien évidemment son échec. Il a grandi et il a péri en quelque sorte par les nationalités. Alors bien évidemment, et l'inspecteur général Grondeux l'a rappelé dans les attendus du programme, il faut que vous fassiez un focus sur l'Allemagne et l'Italie, les deux unités fondamentales. Mais, c'est ce que je vais essayer de vous faire ressortir, on ne peut pas ne pas évoquer la construction d'autres États-nations. Et c'est un petit peu une gageure parce que vous disposez pour cette thématique consacrée à la Deuxième République et au Second Empire, aspects économiques et sociaux, aspects politique et aspects diplomatiques et relations internationales de 11 à 13 heures. Et donc il revient à ce thème-ci que je vous évoque 3 à 4 heures.
Et gageure encore plus grande pour moi, puisque j'ai 50 minutes pour vous faire cela. Alors j'ai essayé de tenir un peu le temps, de faire la quadrature du cercle, et je vais vous présenter les choses en 3 temps. Dans un premier temps, eh bien, pourquoi est-il pertinent en fait de partir de 1848, le printemps des peuples, quand on évoque le rôle de la France? Dans un deuxième temps, comment la France joue-t-elle ensuite un rôle de catalyseur dans la construction de ses États-nations? Et puis bien évidemment, dans un troisième temps, pourquoi au début des années 1860, la France va-t-elle changer de politique et quelles conséquences cela va-t-il avoir? Alors, c'est un choix avec Nicolas Patin. Je ne vais pas du tout, dans cette conférence de 50 minutes, vous évoquer les aspects historiographiques. Ça va être quelque chose, en fait, d'assez événementiel, avec des focus un peu particuliers que je vais faire, parce que je renvoie les aspects historiographiques à la table ronde de tout à l'heure, où je vous les évoquerai en détail. Premier temps, donc, et une question qui sous-tend en fait ce premier temps, pourquoi est-il pertinent de partir du printemps des peuples 48 et d'y introduire le rôle de la France? Eh bien, vous le savez, les révolutions de 48 ont ébranlé l'ordre de 1815, l'ordre du Congrès de Vienne, et c'est sur fond de crise économique et sociale qu'une vague révolutionnaire va submerger l'Europe dans les premiers mois de 1848. Alors, qu'épargne-t-elle, cette vague révolutionnaire du printemps des peuples? Très peu de pays. La Belgique n'est pas concernée, les Pays-Bas, la Scandinavie n'est pas concernée non plus, la Grèce. La vague va toucher, marginalement, mais va toucher quand même le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Empire russe et l'Empire ottoman, respectivement pour le Royaume-Uni en Irlande, pour le Royaume d'Espagne en Catalogne, il y a des mouvements en Catalogne, pour l'Empire russe dans le royaume du Congrès. Alors on appelle le royaume du Congrès depuis 1815 la partie de la Pologne, la plus grosse partie de la Pologne, qui est rattachée en fait à l'Empire russe. Ça a bougé en 48 dans cette partie-là. Et puis pour l'Empire ottoman, les principautés danubiennes, c'est-à-dire la Moldavie et la Valachie. Je vais vous en reparler tout à l'heure. En revanche, tout le restant du continent est impacté par ce printemps des peuples. Les événements vont se succéder à un rythme très rapide et les chronologies nationales vont s'entremêler. Ça va provoquer en fait une sorte de réaction en chaîne. La première révolution, vous le savez sans doute, éclate en Sicile en janvier 1848. Mais bien évidemment, celle qui va avoir le plus gros impact, la plus grosse influence, c'est la révolution parisienne des 22, 23, 24 février 1848, le renversement de Louis-Philippe, l'instauration de la Deuxième République. L'Europe, le monde, serais-je tenté de dire, ont les yeux tournés vers la France, parce que la France, c'est bien sûr la patrie de la Grande Révolution. Et puis, lorsque également Paris a bougé, a renversé Charles X en 1830, vous le savez, ça a déjà donné lieu à des mouvements révolutionnaires à travers l'Europe. Cependant, et malgré des éléments avancés qui, au sein du gouvernement provisoire, poussent à une intervention en faveur des nationalités, eh bien, il n'y aura pas de croisade française en faveur des peuples opprimés. L'homme un peu incontournable en février 1848 en France, c'est un personnage que nos programmes, ils insistent là-dessus, vous demandent de mettre en valeur. Il était un peu oublié, un peu décrié par l'historiographie, mais très intéressant. C'est Lamartine qui est en charge des affaires étrangères, et il est soucieux de ne pas provoquer la colère des grandes puissances européennes, parce qu'il craint bien évidemment une réaction, qu'elles n'envoient leurs armées et qu'elles mettent un terme à l'expérience de la Deuxième République. Et il va, et je vous ai mis ici l'extrait, dans un manifeste à l'Europe, en fait adressé à ses diplomates en poste à l'étranger, mais qui sera largement publicisé, eh bien indiquer le 2 mars qu'il déclare la paix au monde. La France décide du principe de non-intervention, mais le texte est très ambigu, parce que d'un autre côté, vous voyez, on vous met que la République déteste les traités de 1815 et regardera avec faveur les mouvements nationaux qui viendraient à renverser les souverains. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une très très grande ambiguïté, mais l'idée centrale qui demeure, c'est que la République sera pacifique si elle n'est pas agressée. Précise bien évidemment Lamartine, sinon elle saura se défendre. Alors l'Europe n'en prend pas moins feu, une révolution va éclater à Vienne qui oblige le vieux chancelier Metternich, aux affaires depuis le Premier Empire, à démissionner et à s'enfuir. Nous sommes le 13 mars.
Les peuples de l'Empire d'Autriche en profitent. Dès la mi-mars, les Hongrois qui se sont révoltés obtiennent leur propre gouvernement. Les Tchèques adoptent une charte libérale qui les rend largement autonomes. Puis, début juin, ils vont réunir à Prague un congrès panslave dont le but n'est pas de réclamer l'indépendance, mais plus d'autonomie dans le cadre, bien évidemment, de l'Empire d'Autriche et des droits égaux à ceux dont bénéficiaient déjà les Allemands, dont bénéficiaient également les Magyars. Alors justement, les Magyars, les Hongrois, ils vont plus loin et ils vont faire sécession sous l'impulsion d'une grande figure, Lajos Kossuth. La plupart des États allemands, une quarantaine d'États allemands en 1848, qui sont regroupés dans une confédération qu'on appelle le Deutscher Bund, eh bien, la plupart des États allemands, y compris d'ailleurs la Prusse, vont connaître également une vague d'agitation. Un parlement de toute l'Allemagne, et c'est ce qui est illustré dans le document en bas à droite, va se réunir à Francfort en mai 1848 et va commencer à réfléchir à une constitution. Et puis, tournons-nous vers l'Italie, dans le royaume lombard-vénitien autrichien, à Venise, à Milan, et je n'ai pas mis autre chose que j'ai mis là, eh bien, vous avez également les populations qui se soulèvent contre la domination de leurs souverains, très souvent qui sont sous contrôle, sous influence autrichienne. Alors après avoir longtemps hésité, par crainte de faire le jeu des révolutionnaires, le roi de Piémont, Charles Albert, va accepter de prendre la tête d'une croisade de façon à chasser définitivement les Autrichiens de la péninsule. Et le 30 mai, il va entrer triomphalement à Milan, la Lombardie est donc libérée. La Vénétie, très rapidement, va proclamer à son tour sa libération et son rattachement au Piémont. Alors là, je ne viens de vous citer que les faits saillants d'un mouvement, bien évidemment, de plus grande ampleur. On peut considérer qu'à l'été 1848, l'ordre du Congrès de Vienne a vécu et c'est ce que je voudrais vous montrer, voilà, dans le tableau qui suit, en fait, la Sainte Alliance des peuples succède à la Sainte Alliance des souverains. C'est le printemps des peuples qui a enterré cette Sainte Alliance. Le mouvement ne s'arrête d'ailleurs pas là. En novembre, le pape va être chassé de sa capitale, de Rome. Une république va s'installer à Rome et il va fuir les États pontificaux et se réfugier dans le royaume voisin, le royaume des deux Siciles, le royaume de Naples, dans la forteresse de Gaète. Alors passons au grand B, l'esprit de 48, le mouvement est extrêmement complexe. Vous savez qu'il y a des revendications libérales, vous avez des revendications démocratiques, vous avez des revendications sociales, mais vous avez bien évidemment, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, des revendications nationales. Un petit focus sur le principe des nationalités, ça n'est pas un anachronisme de l'employer devant vos élèves en cours, puisque l'expression est contemporaine du mouvement que je vous évoque, et on entend par là, principe des nationalités ou cause des nationalités, la volonté de permettre aux gens d'une même nation, qui dépendraient d'un État étranger, eh bien, de bénéficier d'une autonomie, voire d'une indépendance politique. Alors je reviens à cette célèbre lithographie, elle est due à Frédéric Sorieux, c'est ce qu'on appelle un document, vous le savez, patrimonial, hein, on le trouve dans beaucoup de manuels. Elle appartient à une série de 4 documents que Frédéric Sorieux a fait, tous à l'été 1848. Et c'est que la révolution de 48 est très empreinte de religion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, la Sainte Alliance des peuples, incarnée et représentée par les drapeaux, succède à la Sainte Alliance des rois. Même esprit, je fais un petit bond dans le temps, en août 1849, un congrès international de la paix se rassemble à Paris. Il est présidé par Victor Hugo, hein, qui est déjà une célébrité, qui a une stature internationale considérable en tant qu'écrivain. Et dans son discours d'ouverture, le 21 août 1849, eh bien, Victor Hugo évoque pour lui le principe des nationalités. Alors c'est très différent, on l'évoquera sans doute à la table ronde, de la conception qu'on a aujourd'hui des nationalités. Eh bien, le principe des nationalités comme un moyen infaillible de garantir la paix. Très intéressant. Je le cite. Je vous signale d'ailleurs incidemment qu'il y a un très bon article de Bruno Fulugny dans notre encyclopédie consacrée à Victor Hugo 1848. Donc je cite Victor Hugo.
connaissez le texte. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra, un jour viendra. Le discours est très long, je passe, et il conclut. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat européen. Alors, l'idée est prématurée. La répression des mouvements nationaux et libéraux a largement commencé au moment où il prononce son discours, et c'est justement ce que je veux vous évoquer dans un troisième temps. Alors, les mouvements révolutionnaires ont connu déjà à ce moment-là, août 49, leur premier revers. Ils sont ces mouvements isolés les uns des autres. Au sein même des empires, très habilement, les chefs d'État jouent parfois un peuple contre un autre. Je pense à l'empereur d'Autriche qui va jouer les Croates contre les Hongrois, c'est-à-dire qu'il va envoyer des contingents croates pour réprimer les Hongrois. Et puis, ces mouvements nationaux disposent aussi d'une base sociale trop étroite pour s'imposer durablement. Le plus souvent, ils restent urbains. Ils ne touchent que secondairement, en fait, les masses rurales, quand ils ne les effraient pas. Parfois, les masses rurales, vous le savez, sont très conservatrices et ce qui se passe en ville les effraie. Et par ailleurs, bien, les vainqueurs ne tardent pas à se déchirer entre monarchistes, libéraux, républicains, radicaux. Enfin, et c'est tout à fait fondamental, les armées restent attachées au pouvoir en place. Le 2 décembre, c'est l'armée autrichienne qui va obtenir l'abdication de l'empereur Ferdinand, qui est fou, qui est empêché, au profit de son jeune neveu, François-Joseph, qui à l'époque a 18 ans et qui est un empereur qui va nous poursuivre tout au long du programme de première. Il est bien sûr, vous le savez, l'empereur de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1916. Alors, en vertu de la Sainte Alliance, eh bien, l'Autriche va demander l'aide de la Russie et le tsar va envoyer une armée de 100 000 hommes et le mouvement autrichien va être, hongrois, pardon, va être écrasé. C'est la fameuse bataille de Vilagos, le 13 août 1849. Les principaux chefs de la révolte hongroise sont exécutés. Pas Kossuth qui parvient à s'échapper, il se réfugiera dans l'Empire ottoman, il se réfugiera à Constantinople. Et en fait, les Hongrois vont perdre toutes les libertés, celles qu'ils avaient acquises en 1848, mais même certaines de celles dont ils bénéficiaient avant 1848. La réaction les leur retire. À ce moment-là, en Italie et en Allemagne, la réaction a déjà également largement commencé. En Allemagne, le roi de Prusse, qui a été l'un des premiers à rétablir son autorité, envisage, vous le savez sans doute, de se faire proclamer empereur des Allemands, donc au détriment de l'empereur d'Autriche, qui est un souverain tutélaire de la Confédération germanique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais l'empereur d'Autriche va le ramener au pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse reculade d'Olomouc, Olmütz en allemand, où son chef de gouvernement prussien, Manteuffel, va s'incliner devant le chancelier Schwarzenberg. C'est le 29 novembre 1850. Et parallèlement, l'Assemblée de Francfort va se disperser. La Confédération germanique, sous présidence autrichienne, est totalement reconstituée. Alors en Italie, de son côté, Charles Albert est battu dans 2 grandes batailles, dont la bataille de Novare, le 23 mars 1849. Et sur le champ de bataille, il va abdiquer en faveur d'un personnage qu'il faut bien sûr évoquer dans les programmes de première, c'est son fils Victor Emmanuel. Les Autrichiens à ce moment-là veulent démembrer le royaume de Piémont-Sardaigne et c'est la France, en fait, nouvelle intervention de la France de Louis-Napoléon Bonaparte qui va s'interposer pour empêcher ce démembrement. À Rome aussi, les Français agissent, mais là dans un sens plutôt réactionnaire. Lors de la campagne présidentielle, la première de notre histoire, en novembre 1848, les 2 principaux candidats, le chef de l'exécutif, le républicain Cavaignac, et Louis-Napoléon Bonaparte, se sont engagés à protéger le pape, et puis quand le pape va être renversé, à le rétablir sur son trône. Et Louis-Napoléon Bonaparte, vous le savez, l'emporte à l'élection présidentielle des 10 et 11 décembre 1848, et il va tenir parole avec la majorité législative qui émerge en mai 1849, qui est une majorité
majorité monarchiste, eh bien, il va envoyer un corps expéditionnaire à Rome pour rétablir le pape. Alors, simplement, en rétablissant le pape, il a voulu que le pape satisfasse en fait ses sujets en leur accordant un certain nombre de libertés. Et le pape, bien évidemment, ne va pas tenir parole. Donc là, il y a un problème évident pour Louis-Napoléon Bonaparte. Alors en France, vous le savez, et j'en arrive maintenant à la deuxième partie, les choses vont changer avec le coup d'État du 2 décembre 1851, tout à fait fondamental, et vous l'aurez vu dans le chapitre qui précède, puisque dans la Deuxième République, le président de la République a des prérogatives extrêmement limitées. Le coup d'État a deux buts, lui permettre de pouvoir se maintenir au pouvoir, ce que ne lui permet pas la Constitution de novembre 1848, et puis avoir les mains plus libres, appliquer son programme intérieur, mais aussi son programme extérieur d'aide aux nationalités, ce qu'il n'a pas pu faire sous la présidence. Alors là, la question qui structure un petit peu cette deuxième partie, comment la France joue-t-elle un rôle de catalyseur dans la construction des États-nations ? Et notre Louis-Napoléon Bonaparte a pensé très très loin en amont dans sa jeunesse à ce principe des nationalités. Il vous le savez, un véritable culte à son oncle Napoléon Ier. Il a lu bien évidemment avec son précepteur Philippe Lebas dès sa publication en 1823 le fameux mémorial de Sainte-Hélène. Il avait à l'époque 15 ans, il en a appris par cœur des passages entiers et a pris au pied de la lettre une citation de ce mémorial de Sainte-Hélène que je vous livre, si je la retrouve. Il faut faire la voici. Le premier souverain qui, au milieu de la grande mêlée, embrassera de bonne foi la cause des peuples, se trouvera à la tête de toute l'Europe. Et Louis-Napoléon Bonaparte, qui croit déjà en sa bonne étoile à ce moment-là, se dire que si un jour il est chef de l'État, il appliquera justement cette politique des nationalités. Au passage, recomposition bien évidemment par Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène de l'œuvre qu'il a accomplie pendant qu'il était empereur. Il n'a pas, vous le savez, libéré les peuples européens, mais bien plutôt, alors sauf les Polonais, c'est un cas un peu particulier, il les a bien plutôt asservis qu'il ne les a libérés. Alors notre jeune Louis-Napoléon Bonaparte, à la suite, va s'engager, lui il y croit, pour la cause des nationalités. Dans les années 1820, au moment du soulèvement des Grecs, il va vouloir partir pour aider les Grecs, et il est mineur encore à l'époque. Son père, l'ancien roi de Hollande, Louis, va l'en empêcher. Il participe ensuite à l'agitation des Carbonari contre le pape et les Autrichiens au début des années 1830. Il manque même d'ailleurs d'y laisser la vie. C'est sa mère, la reine Hortense, qui va l'exfiltrer pour éviter qu'il ne soit pris et fusillé par les Autrichiens. Et puis au même moment, Varsovie s'est soulevée en 1830-1831. Les Polonais lui lancent un appel. Après avoir hésité, il va répondre à l'appel des Polonais. Et en fait, il va apprendre, alors qu'il n'est qu'à 150 km de Varsovie, que Varsovie vient de tomber, et il rebrousse chemin. Mais sinon, il serait allé carrément à Varsovie, peut-être l'espoir de devenir roi d'une Pologne indépendante. Et puis, dans ses écrits de jeunesse, alors c'est glissé une petite erreur, le deuxième ouvrage, c'est l'idée napoléonienne, 1840, et pas les idées napoléoniennes, eh bien, il aborde très très largement cette question, de même que dans les articles qu'il publiera quand il est enfermé au fort de Ham entre 1840 et 1846. Quand il accède, je vous le disais tout à l'heure, au pouvoir en décembre 1848, il s'intéresse à cette cause des peuples opprimés, mais il n'a pas réellement les moyens de les aider. C'est au lendemain de son coup d'État, et plus encore, grâce à la Constitution du 14 janvier 1852, qui lui donne de très grandes prérogatives en matière de politiques étrangères, avec les 2 senatus consultes au moment du passage à l'Empire, décembre 1852, un an plus tard, qui vont lui permettre d'avoir les mains libres et d'appliquer enfin la politique qu'il souhaite. Incidemment, nous sommes à Bordeaux, donc je rappelle que le 9 octobre 1852, il a prononcé un très très grand discours ici même pour annoncer le rétablissement de l'Empire, et qu'il va glisser cette fameuse phrase « L'Empire, c'est la paix, destinée à rassurer les grandes puissances ». On va voir en fait qu'il n'en est rien, puisqu'il va lancer cette fameuse politique des nationalités.
Alors c'est la guerre de Crimée, on l'appelle aujourd'hui la guerre de Crimée, les contemporains l'appelaient la guerre d'Orient. Nous venons d'organiser la semaine dernière à la Sorbonne un très très grand colloque international sur le sujet. Et il faut savoir que cette guerre d'Orient va avoir des implications dans la Baltique, dans la mer Blanche, mais également dans le Pacifique, en Extrême-Orient. On le sait trop peu, hein, et la Crimée n'est que le théâtre principal des opérations. J'ai souri tout à l'heure lorsque l'inspecteur général Grondeux évoquait bien évidemment le fait que l'actualité rejoint l'histoire du 19e siècle, la Crimée, la guerre de Crimée, et c'est un joyau, bien évidemment, c'est stratégique pour les Russes à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette guerre de Crimée? C'est la volonté en fait du tsar Nicolas de dépecer celui qu'il appelle, vous le savez, l'homme malade de l'Europe, c'est-à-dire l'Empire ottoman, et d'accéder, là on est en géomaritime, en géostratégie, aux mers chaudes, par le biais des fameux détroits, hein, qui relient la mer Noire, et en Crimée, il a sa base navale de Sébastopol, à la mer Méditerranée. Il va envahir les principautés danubiennes, les principautés de Moldavie et de Valachie, et la France et l'Angleterre vont apporter leur soutien au sultan, envoyer une flotte en mer Noire pour essayer de faire reculer le tsar et finalement finir par, puisqu'il ne recule pas le tsar, c'est une partie de poker menteur, hein, si j'ose dire, et bien finalement lui déclarer la guerre en mars 1854. Alors il y a un débat sur les raisons de l'entrée en guerre spécifiquement française, mais je crois qu'on peut se reporter ici à un écrit que j'ai retrouvé pour ma biographie de Napoléon III de 1859, qui est tiré de ses archives privées, et dans lequel il dit que la véritable raison pour laquelle il est entré en guerre, c'est de replacer la France au centre du jeu international, donc effacer en fait les traités de 1815 à la faveur de la guerre de Crimée, puisqu'elle va être faite, bien sûr, contre une puissance alliée, la Russie, hein, l'une des 4 grandes puissances, mais avec l'Angleterre, et avec l'espoir de mettre dans son camp et la Prusse et l'Autriche. Mais, dans ce même écrit que je viens de vous évoquer, il y a une deuxième cause. Il évoque le principe des nationalités. Il dit, si je peux, à la faveur de cette guerre, bien faire valoir les nationalités, je ne me priverai pas de le faire. Et vous le savez, c'est ce qu'il va faire. Puisqu'un an après la déclaration de guerre, il fait entrer dans la coalition le Piémont de Victor Emmanuel et du nouveau président du Conseil piémontais, Cavour, l'homme du Risorgimento. Alors par ailleurs, il me faut vous dire ici quelques mots de la Pologne. Je sais bien que vous avez peu de temps, hein, dans vos programmes pour évoquer la Pologne. Elle est quand même très très importante dans cette question. L'émigration polonaise, à l'époque, depuis la grande émigration de 1831, se divise en 2 groupes. Vous avez un groupe conservateur, symbolisé par le prince Adam Czartoryski, qui est représenté ici sur ce portrait, qui est à Paris, qui est à l'hôtel Lambert, dans l'île Saint-Louis, et qui réunit en fait, on va dire, les aristocrates, les intellectuels. Mickiewicz, le poète national, appartient à ce groupe de l'hôtel Lambert. Et puis vous avez une émigration polonaise démocrate, particulièrement revivifiée par le printemps des peuples 1848, après l'échec, hein, les Polonais du Royaume, du Congrès, mais les Polonais de Poznanie, c'est-à-dire de la partie contrôlée par la Prusse, et les Polonais de Silésie, c'est-à-dire la partie de la Pologne contrôlée par l'Autriche, qui sont démocrates, eh bien, essaient de contrebalancer l'influence de l'hôtel Lambert. Alors, les démocrates polonais ont à Paris un soutien important, c'est celui du prince Napoléon, Napoléon Jérôme, Plomplon, le cousin germain de Napoléon III, mais l'homme est tenu un petit peu en lisière par Napoléon III, et c'est en fait les conservateurs, Czartoryski, l'hôtel Lambert qui ont la main, parce que c'est ce que j'ai montré dans le colloque la semaine dernière, Czartoryski a un accès privilégié à Napoléon III. Il y aura, tenez-vous bien, 16 entretiens particuliers pendant la guerre de Crimée entre Napoléon III et Czartoryski. Alors, pourquoi les Polonais intéressent-ils Napoléon III? Parce qu'il veut sincèrement que la Pologne soit libérée. Mais aussi, ne l'oubliez pas, parce qu'il souhaite que les Autrichiens et les Prussiens
entre dans son alliance. Et en quelque sorte, il va agiter, c'est cynique, hein, la menace d'une résurrection de la Pologne sur les Prussiens et les Autrichiens pour essayer de les faire entrer dans l'alliance. Alors je vous dis tout de suite, ça va échouer lamentablement, parce que s'il y a quelque chose qui lie l'Autriche, la Russie et la Pologne et l'Autriche, qui sont les trois puissances copartageantes de la Pologne au XVIIIe siècle, hein, les fameux partages de la Pologne, bah c'est bien la non-résurrection polonaise. Donc en fait, cette idée de Napoléon III va avoir exactement l'effet inverse. Alors je vous passe bien évidemment ici sur les combats qui vont se circonscrire très vite en Crimée. Après la reddition de Sébastopol le 8 septembre 1855, comme c'est la France qui a fourni le plus gros effort de guerre, c'est elle qui va organiser le congrès de paix. Et ce congrès se tient à Paris, revanche bien évidemment du congrès de Vienne. Il se tient dans le bâtiment du Quai d'Orsay qui est inauguré à cette occasion, le nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Napoléon III et son ministre des Affaires étrangères, Walewski, entendent poser la question des nationalités. Cavour est bien évidemment présent. Et sur ce tableau, autre document patrimonial, extrêmement célèbre d'Édouard Dubuff, eh bien, vous voyez Cavour à l'extrême gauche, hein, qui est présent et qui va poser la question piémontaise et italienne devant les Autrichiens. Napoléon III ne s'arrête pas là. Le sultan qui l'a aidé lui est bien évidemment redevable. Il va donc réclamer au sultan qui va l'accorder une autonomie pour les Moldaves et les Valaques, mais également pour les Serbes et les Monténégrins. Quelques mois plus tard, les Moldaves et les Valaques obtiendront la possibilité de désigner chacun un hospodar, c'est-à-dire un seigneur qui les gouvernera pour la première fois depuis qu'ils sont sous le contrôle ottoman. Et puis Napoléon III, c'est un peu moins connu, va obtenir un firmament du sultan de manière à ce que les Bulgares, d'autres Slaves qui étaient particulièrement maltraités dans l'Empire ottoman, puissent obtenir des avantages égaux aux Moldaves et aux Valaques. En revanche, je reviens à cette Pologne, il se fait complètement berner ici par le tsar Alexandre II, le nouveau tsar, hein, sur le cas polonais, puisque le nouveau tsar lui a dit en aparté « Si nous n'évoquons pas la question polonaise au Congrès de Paris, je m'engage à leur accorder un certain nombre de libertés qu'ils ont perdues depuis 1830 et 1831. » Et bien évidemment, la question n'est pas abordée, mais Alexandre II n'accordera jamais les libertés qu'il a promises en aparté à Napoléon III. Il se place bien plutôt dans les pas de Nicolas, autocrate, Nicolas Latrique, son père, auquel il a succédé un an plus tôt. Alors, troisième temps, la guerre de 1859 et la proclamation du royaume d'Italie qui, normalement, devant vos classes, doit être un moment de bravoure. Après le congrès de Paris, et je n'en doute pas, après le congrès de Paris, le président du Conseil piémontais, Cavour, va encourager la création de ce qu'il appelle la Société nationale italienne, qui se résume en un programme simple, en trois expressions: indépendance italienne, unité nationale, maison de Savoie, autour de la famille qui règne en Piémont-Sardaigne, avec des ramifications secrètes qui s'étendent à travers toute l'Italie. Contrairement à son père, Charles Albert, qui disait « l'Italie se fera d'elle-même », Victor Emmanuel et son président du Conseil, Cavour, veulent en effet mener une politique très active et très rapide pour hâter le mouvement de l'unification italienne. Alors là, Napoléon III, pour des considérations que je ne peux pas évoquer, faute de temps, est extrêmement hésitant. Ce qui va l'inciter à agir, vous le savez sans doute, c'est un attentat contre lui, l'attentat du comte Felice Orsini, patriote italien, contre Romain. Le 14 janvier 1858, l'attentat échoue, il y a plusieurs morts. Orsini sera condamné à mort avec ses complices, mais avant de mourir, il va adresser une lettre
à Napoléon III en lui disant « Sire, je me suis trompé, je vous ai pris comme un obstacle à l'unification italienne et c'est pour ça que j'ai voulu vous tuer, mais en fait, vous pouvez être le vecteur principal de cette unification. » Alors ça va bien évidemment jouer un grand rôle dans l'esprit et réveiller des souvenirs dans l'esprit de Napoléon III et c'est là que quelques mois plus tard, à l'été 1859, va intervenir la fameuse entrevue de Plombières avec Cavour. De cette entrevue, nous savons peu de choses, puisque le seul à en avoir laissé un témoignage, c'est Cavour lui-même. Qu'y a-t-il, selon toute vraisemblance, malgré tout, dans cette entrevue? Eh bien, la promesse d'un soutien de l'Empire français au Piémont-Sardaigne pour chasser les Autrichiens de la péninsule italienne, contre remise à la France de la Savoie et du comté de Nice, qui serait donc intégré à la France. Donc, vous voyez, on a là quelque chose de très très important qui va déboucher en janvier 1859 sur la conclusion en fait d'un traité d'alliance offensif et puis quelques mois plus tard sur l'entrée en guerre des deux royaumes et empires contre l'Autriche. Deux batailles emblématiques, la bataille de Magenta, 4 juin 59, 20 jours plus tard celle de Solferino, et une guerre qui s'arrête là. Pourquoi s'arrête-t-elle là? Parce que par solidarité allemande, les Prussiens vont masser à ce moment-là sur le Rhin, et depuis 1815 ils sont présents en Rhénanie, une armée très très importante, de manière à faire pression sur Napoléon III pour qu'il mette un terme à la guerre et qu'il ne démantèle pas tout l'espace germanique, ce qui était possible, et que de nouveau les peuples ne se révoltent pas. Et donc Napoléon III va très rapidement conclure en fait une paix séparée avec l'Autriche. Son allié piémontais va obtenir la Lombardie et la Vénétie, mais comme il n'a pas été au bout du programme de Plombières, eh bien, il ne réclamera pas à ce stade lui-même la Savoie et Nice. Cependant, Napoléon III va continuer en sous-main, nous le savons aujourd'hui très très bien, à soutenir ce mouvement d'unification. Il va le laisser en fait se faire et il va même publier, émanant de son cabinet secret, un ouvrage très très important qui s'appelle Le pape et le Congrès en fin 1859 pour encourager le pape à abandonner l'essentiel de ses États. Ne jamais oublier, bien évidemment, qu'à l'époque, le pape détient, en tant que souverain temporel, un quart de la péninsule italienne. C'est les fameux États pontificaux depuis le Moyen-Âge. Il y a dans cet ouvrage une formule appelée à la postérité très très célèbre. Plus les territoires seront petits, plus le souverain sera grand. Donc abandonnez, pape Pie IX, votre pouvoir temporel et votre pouvoir spirituel sera d'autant plus grand. Alors, mécontentement, bien évidemment, de Pie IX qui va refuser. On sait comment les agents piémontais vont travailler finalement les duchés de l'Italie centrale et comment Garibaldi, que vous avez ici, et ses chemises rouges, vont faire la conquête de la Sicile. C'est la fameuse expédition des 1000 de mai à septembre 1860. Bien évidemment, là, on peut en cours faire référence au Guépard, le roman de Lampedusa, et au film de Visconti, dans un certain nombre de manuels. Vous avez des documents qui incitent justement à présenter à ce moment-là du programme ces documents. Et puis les Garibaldiens, après avoir fait la conquête de la Sicile, par le détroit de Messine, vont remonter dans le sud de la Botte et vont prendre la ville de Naples, la capitale du royaume des deux Siciles. Des plébiscites vont avoir lieu en Italie centrale et en Italie méridionale pour le rattachement au Piémont. Et en mars 1861, eh bien, le royaume d'Italie va être proclamé par un parlement réuni à Turin avec pour nouveau roi d'Italie, mars 61, Victor Emmanuel. Et c'est à ce moment-là que, pour prix de son laisser-faire, eh bien, Napoléon III va recevoir la Savoie et Nice. Et dans les nouveaux programmes, il y a une incitation très forte, bien évidemment, à présenter cette annexion, ce rattachement à la France de la Savoie et Nice. C'est l'un des points de passage qui me permet justement de passer à ma troisième et dernière partie, la construction des nouveaux États. Mais cette fois-ci, vous allez le voir, contre la volonté de la France. Alors pourquoi la France va-t-elle changer de politique dans les années 1860 et avec quelles conséquences?
Eh bien, encouragé par Napoléon III, Cavour annonce que Rome est destinée à devenir un jour la capitale du royaume d'Italie. Et cette question romaine va empoisonner les rapports entre la France, l'Italie et la papauté pendant, on peut le dire, toutes les années 1860. Elles vont amener Pie IX à condamner publiquement Cavour qui va décéder peu après, mais également, vous le savez peut-être, à excommunier Napoléon III. Alors, ça sera tu bien évidemment en France, la bulle d'excommunication ne sera pas diffusée. Tout ça pour essayer de le contraindre à changer de politique. Et de fait, Napoléon III est très très embêté parce que figurez-vous qu'au sein de sa majorité parlementaire, et il doit de plus en plus en tenir compte dans les années 1860, eh bien les catholiques se transmuent en cléricaux. On appelle cléricaux à partir de ce moment-là des catholiques qui s'investissent sur la scène politique pour faire pression sur l'empereur Napoléon III et qui le passent du camp du royaume d'Italie, du jeune royaume d'Italie, au camp du pape, qu'ils défendent la papauté. Je passe à la Pologne parce qu'en janvier 1863, la Pologne se soulève de nouveau contre la domination russe. Et là aussi, c'est très intéressant. L'empereur français, qui jusque-là avait soutenu les Polonais, eh bien, va dans un premier temps proposer un grand congrès international sur le sujet. Mais refus de la Russie, refus de la Prusse, refus de l'Autriche, il ne va pas pouvoir tenir ce congrès international. Et dans ce début des années 1860, il cherche à attirer la Russie, vaincue lors de la guerre d'Orient, dans son camp. Et donc, au nom d'une forme de realpolitik, eh bien, il va abandonner la cause polonaise, malgré les pressions d'une grande partie de son entourage, son épouse, l'impératrice Eugénie, son ministre d'État, ancien ministre des Affaires étrangères, Walewski, qui était lui-même, vous le savez, d'origine polonaise, et il va laisser les Russes réprimer cette révolte dans le sang, en toute impunité, à la fin de l'année 63 et au début de l'année 1864, les Polonais perdant à cette occasion le peu d'autonomie qu'ils conservaient encore. Et puis en Roumanie, comment ne pas évoquer la Roumanie, car quand vous êtes spécialiste de Napoléon III et que vous allez aujourd'hui en Roumanie, j'étais professeur invité l'an dernier, vous êtes bien évidemment accueillis à bras ouverts. L'empereur a une place au centre de Bucarest qui souligne son importance. Eh bien, c'est lui qui a promu le francophile Alexandre Ion Kuza pour devenir, son nom est sur le diaporama, pour devenir l'hospodar de Moldavie et de Valachie. À l'origine, il devait y avoir deux hospodars différents, c'est le même. Et c'est très important parce que en février 1859, eh bien, notre Alexandre Ion Kuza va réunir les deux principautés. Et en 1831, ces deux principautés vont devenir la Roumanie. La Roumanie est une œuvre de l'empereur Napoléon III, on peut le dire. Alors, le problème, c'est qu'Alexandre Ion Kuza, il se prend pour un petit Napoléon III, il veut appliquer dans son nouveau royaume la politique que fait Napoléon III en France. Il va se heurter à une opposition assez vive et il va être renversé en 1866. Va arriver à sa place Charles de Hohenzollern, qui est un cousin du roi de Prusse. Rien ne se fait sans la France dans les années 1860. Il ne peut monter sur le trône, bien que cousin du roi de Prusse, que parce que Napoléon III a donné son accord. Alors pourquoi a-t-il donné son accord? Il se trouve que ce Charles de Hohenzollern est apparenté au Bonaparte, mais également au Beauharnais, donc il a deux liens de parenté avec Napoléon III, et il pense qu'il se révélera en fait très francophile dans sa politique. Malheureusement, vous allez le voir, il n'en sera rien. Alors évoquons maintenant la poursuite de l'unification italienne contre le pape et la France. À cette époque, Napoléon III est très embarrassé par son expédition du Mexique et il cherche aussi, pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, à se désengager des affaires italiennes. C'est comme ça qu'il faut interpréter et présenter ce que l'on appelle la Convention de septembre, signée en septembre 1864 entre Napoléon III et le roi d'Italie, Victor Emmanuel. Il annonce de son côté le retour sous 2 ans des soldats français qui protégeaient le pape à Rome depuis 1849, contre l'engagement formel du royaume d'Italie d'être le royaume qui désormais protégera le pape, et l'engagement formel également du roi d'Italie de renoncer à Rome, de ne jamais en faire sa capitale. D'ailleurs, en signe de bonne volonté, Victor Emmanuel déplace sa capitale de Turin à Florence. Il faut le savoir, Florence sera pendant quelques années la capitale de l'Italie.
Soucieux de tenir son engagement de plombière, Napoléon III va obtenir de l'Autriche, qui est alors en conflit, on va y revenir, avec la Prusse, qu'elle cède, en cas de victoire, la Vénétie à l'Italie contre la neutralité de la France. Mais, alors que les Français ont quitté Rome, eh bien, Garibaldi va décider une nouvelle fois de se mêler au jeu et de prendre la ville de Rome avec la bénédiction du roi d'Italie. Et là, c'est très important parce que Napoléon III va se démonétiser complètement avec cette affaire. À Mentana, il va renvoyer un corps expéditionnaire français et en novembre 1867, il va en fait écraser les chemises rouges, les patriotes italiens dans cette fameuse bataille. Il y a eu un colloque à la Sorbonne il y a 2 ans sur le sujet. Nous en publierons les actes en 2020. La formule des patriotes italiens, c'est Mentana a tué Magenta. Donc vous voyez, tout ce qu'a fait Napoléon III pour les Italiens est ici effacé. Et lorsque, dans la guerre de 1870, on va y venir maintenant pour conclure, eh bien Napoléon III va demander le soutien des Italiens, vous vous en doutez, il ne l'obtiendra pas. Victor Emmanuel était prêt à l'accorder, mais Victor Emmanuel ne pouvait aller contre son opinion publique qui était devenue très très défavorable en fait aux Français et à Napoléon III. Et le départ du corps expéditionnaire de Rome dont je viens de vous parler et le fait que la France est empêchée par la guerre contre la Prusse permettra cette fois-ci aux Garibaldiens eh bien, de prendre Rome le 20 septembre 1870 et 1 an plus tard, terme de votre chapitre, d'en faire la capitale du royaume unifié. Alors j'en viens maintenant très rapidement à une dernière partie, parce que je vous ai évoqué l'unification italienne. Comment bien évidemment ne pas évoquer l'unification allemande, qui va se faire à la fois contre l'Autriche et la France. Notez qu'on appelle à cette époque-là la Prusse, l'expression est de l'époque, le Piémont du Nord. Il y a un parallélisme entre Cavour et Bismarck. Bismarck, c'est le 2e grand personnage qu'il faut, avec Napoléon III, faire ressortir dans ce chapitre. L'homme est né en plein congrès de Vienne, il est né en 1815. Il est d'abord diplomate de formation, il va l'être auprès de la Diète du Deutscher Bund à Francfort, il va l'être ensuite à Saint-Pétersbourg et il va l'être à Paris, où il va apprendre à jauger en fait l'empereur Napoléon III, à voir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. En devenant chancelier, il a joué carte sur table et Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, dans son discours devant le Landtag de Prusse, il dit qu'il fera l'unité par le fer et par le sang, d'où son surnom, chancelier de fer. Je vous disais qu'il jauge l'empereur Napoléon III, et là il y a un parallèle à faire avec l'entrevue de Plombières, c'est la fameuse entrevue de Biarritz en 1865, où sur la plage de Biarritz, il a une longue discussion avec Napoléon III. Là encore, le seul témoin, le seul qui relatera cet entretien particulier, c'est Bismarck lui-même, donc il faut un petit peu se méfier. Que dit Napoléon III? Eh bien, je vais vous laisser faire la guerre à l'Autriche. Bien évidemment, au terme de la guerre, vous donnerez la Vénétie à mon ancien allié italien. Et je n'agirai pas, je resterai d'une neutralité bienveillante pendant cette guerre. Alors, Bismarck va s'y préparer. 3 guerres vont lui permettre de faire l'unité. Une guerre d'abord contre les duchés danois, menée conjointement avec l'Autriche et le Deutscher Bund. C'est une guerre victorieuse. La fameuse guerre que je vous évoque, la guerre de 1866 contre l'Autriche. On s'attend à une guerre longue et c'est aussi pourquoi Napoléon III la veut. Il estime que l'Autriche et la Prusse vont s'affaiblir mutuellement dans cette guerre. Or, vous le savez, il n'en est rien. L'armée prussienne préparée par von Moltke, les chefs d'état-major, et Roon, le ministre de la guerre, est devenue une armée surpuissante. Et en une bataille, la bataille de Sadowa, les Prussiens vont écraser les Autrichiens et les autres Allemands. Alors c'est une date fondamentale. S'il n'y a que 3 batailles à retenir dans le programme de première devant vos lycéens, c'est Waterloo bien évidemment, c'est Sedan, on va en dire un mot, et entre les deux, c'est la bataille de Sadowa le 3 juillet 1866 en Bohême. Les conséquences de Sadowa sont capitales en Europe centrale. L'Empire d'Autriche est totalement chassé d'Allemagne et contraint de se transformer par l'Ausgleich de 1867, par le compromis, en une monarchie à 2 têtes. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'empire
austro-hongrois, puisque de part et d'autre de la rivière Leta, eh bien, à l'ouest, ce sont les Autrichiens qui dominent les nationalités de l'Empire, et à l'est de la Leta, ce sont les Hongrois désormais, placés sur un pied d'égalité avec les Autrichiens. François-Joseph est empereur des Autrichiens, il est roi de Hongrie, et il y a une nouvelle cérémonie qui est faite à ce moment-là. Eh bien, quant à l'Allemagne, au lendemain de Sadova, elle s'organise d'une nouvelle façon, en avril 67, deux confédérations liées par un accord, une alliance en cas d'agression extérieure, une alliance défensive, au nord du Main, autour de la Prusse, la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui réunit 22 États, et au sud, eh bien, autour de la Bavière, État catholique, alors que la Prusse est luthérienne, les 18 autres États allemands. Et c'est à ce moment-là que la France ouvre les yeux sur le danger prussien. C'est à ce moment-là que Napoléon III décide de réformer son armée. Ça va être la loi Niel. C'est à ce moment-là qu'il décide de pratiquer ce qu'on peut qualifier de cantonnement à l'égard de la Prusse, en essayant de resserrer les liens avec les États de l'Allemagne du Sud, en particulier le Bade, en particulier la Bavière. Alors très rapidement, quelques mots de la troisième étape bismarckienne, c'est l'étape contre la France. À la fin de sa vie, Bismarck se vantera d'avoir de longues mains préparé la guerre contre la France. Beaucoup d'historiens ont nié ce fait pendant longtemps. Mon collègue de l'université de Munich, Joseph Becker, a trouvé des documents qui montrent qu'il ne s'agissait pas en fait de beaux rôles que se donnait Bismarck en 1895 en affirmant cela. Oui, il a préparé les choses de longue main. C'est un piège qu'il a tendu à la France. La fameuse crise de succession d'Espagne, les 15 premiers jours de juillet 1870. Je vous épargne bien évidemment ici les détails. Et puis la guerre contre la Prusse, puis rapidement toute l'Allemagne. On va, avec le souvenir français, en commémorer le 150e anniversaire l'an prochain, de grands colloques internationaux, des documentaires qui viendront nourrir, je pense, vos cours. Un grand documentaire en préparation, en particulier, sur la bataille de Bazeilles. Alors, les défaites s'enchaînent. On en arrive, bien évidemment, à la capitulation de Sedan, 1er de septembre 1870, et la nouvelle, lorsqu'elle parvient à Paris, une journée et demie plus tard, provoque la chute du Second Empire, l'avènement de la Troisième République, la mise en place de ce gouvernement de défense nationale autour de Gambetta, je me tourne vers lui, que connaît si bien Éric Bonhomme, mais la République ne fera pas mieux, vous le savez, que l'Empire. Le Deuxième Reich résulte de la victoire contre la France. Proclamation symbolique, et là encore un tableau patrimonial, dans la galerie des glaces du Palais de Versailles. Pourquoi la galerie des glaces du Palais de Versailles? Eh bien, c'est en souvenir, et pour effacer cela, du pillage par Louis XIV, celui qui a fait construire le Palais de Versailles, du Palatinat rhénan. Donc c'est la raison pour laquelle Bismarck a voulu que ça soit là que le Deuxième Reich soit proclamé. Le tableau ici d'Anton Werner, 18 janvier 71. Nous sommes le 170e anniversaire du couronnement du premier roi de Prusse, et Guillaume, chef d'État de la Confédération d'Allemagne du Nord et roi de Prusse, est proclamé empereur allemand à cette occasion, devant 400 chefs d'État allemands et les officiers. Bismarck trône, vous voyez, en plein centre du tableau avec son grand uniforme. Il est diplomate, il n'est pas militaire, mais vous le savez, il aime revêtir comme ça des uniformes, et souvent même un casque à pointe. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a un grand absent dans cette scène, c'est le roi de Bavière, qui n'a pas fait le déplacement, même si la Bavière intégrera le futur empire. Le traité de Francfort, quelques mois plus tard, le 10 mai 1871, qui rattache l'Alsace-Moselle au Deuxième Reich. L'Alsace-Moselle devient possession de tous les Allemands, devient Reichsland. Et bien sûr, et je termine avec ça, cette unité allemande, qui est évidemment capitale, d'autant plus qu'elle va se doubler d'un changement de domination continentale. La France, pendant 15 ans, a dominé le continent. C'est désormais l'Allemagne bismarckienne qui va dominer. Alors, je voudrais, en deux mots, simplement conclure sur quelque chose qui nous permettra dans un instant d'enchaîner sur la table ronde, et qui est, je crois, très très important dans le cadre de votre chapitre. C'est la controverse en pleine guerre de 1870 entre deux grands universitaires, deux historiens de l'Antiquité, autour de ce
qu'est la nation, en fait. Un Allemand, l'autre Français. L'Allemand, c'est Theodor Mommsen. Le Français, c'est Numa Fustel de Coulanges. En août, alors que les Allemands connaissent leur premier succès, que selon toute vraisemblance, ils vont gagner la guerre, Mommsen va, pour essayer d'attirer les Italiens dans le camp allemand, va publier 2 grands articles dans une revue italienne, dans lesquels il affirme que l'Alsace doit devenir allemande, tout simplement parce que, je cite Mommsen, elle est de race et de langue germanique. Eh bien, en octobre de cette même année 1870, et alors que l'Empire s'est écroulé, qu'il y a eu la défaite de Sedan, Numa Fustel de Coulanges va lui répondre dans la revue des Deux Mondes, eh bien non, l'Alsace doit rester française parce que ses habitants ont manifesté à plusieurs reprises, depuis leur rattachement sous Louis XIV, leur attachement à la France. Pendant la Révolution, bien évidemment, la fête de la Fédération. Qu'est-ce qui fait l'appartenance à la nation, dit Fustel de Coulanges, je le cite, une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérance. Et on sait qu'en 1882, eh bien, Ernest Renan proposera sa propre définition, qui est en fait un compromis entre les deux, dans sa fameuse conférence en Sorbonne, Qu'est-ce qu'une nation?, où il parle à la fois d'identité, mais également de plébiscite de tous les jours. Je vous remercie.